Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Adoption d'un projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières. Le texte était examiné par les députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières. Selon le ministre du Pétrole, Thomas Camara, il favorise le développement d'un tissu national de sociétés ivoiriennes dans le secteur et améliore l'offre d'emploi. Démarrage depuis hier de la campagne nationale contre la rougeole, rubéole intégrée à la vaccination de rattrapage contre la poliomyélite, une opération lancée dans la commune de Port-Boué et qui se tient jusqu'au 21 octobre sur toute l'étendue du territoire. Les autorités sanitaires appellent à faire vacciner les enfants âgés de 9 mois à 5 ans contre ces 3 maladies. PPA, la nouvelle formation politique de Laurent Gbagbo, ouverture ce samedi à Abidjan du congrès constitutif du Parti des peuples africains, un instrument qui entend réunir la gauche ivoirienne pour servir la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Un congrès sur 2 jours qui a vu la participation du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, c'est parti pour la 27e édition du FESPACO. Au Burkina Faso, pendant 8 jours, le plus grand festival du 7e art africain et de sa diaspora se tient avec une sélection de 239 films en provenance de 50 pays. C'est l'histoire d'un père de famille qui se voit privé de son fils par les services d'immigration pendant près de 3 ans. Il attribue la faute à des assistants sociaux et d'autres acteurs de la justice qu'il accuse de fonctionner dans un réseau bien organisé depuis des décennies. En couchant cette mésaventure dans un ouvrage, il interpelle le monde et espère réparation pour les dommages causés. Suède, service social quand le retrait d'enfants immigrés devient un fonds de commerce. C'est le titre de l'œuvre de Kwadio Bertin Kwaku. Il est l'invité de la page culture ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il faut peut-être juste rappeler que c'est votre histoire. Exactement. D'accord, on en saura davantage dans quelques instants. Le temps de s'intéresser d'abord à cette activité parlementaire, la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a reçu le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a présenté un projet de loi sur les activités pétrolières et gazières, un texte adopté qui va combler plusieurs insuffisances constatées dans le secteur. Il va favoriser l'émergence de sociétés ivoiriennes et l'emploi jeune. Jean-Luc Bambo. Quels sont les députés qui sont pour son adoption? C'est à l'unanimité que les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté ce projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières. Il s'agit en fait de faire la promotion et l'utilisation de tout ce qui est local dans les activités pétrolières et gazières, à savoir la main-d'œuvre locale, les compétences locales, les biens locaux, les services locaux, les entreprises locales, les entreprises ivoiriennes. L'adoption d'une telle disposition est d'autant plus d'actualité que les opérations d'exploration pétrolière et gazière au large des côtes ivoiriennes ont commencé à porter leurs fruits. Nous avons annoncé et découvert donc un nouveau gisement très grand et donc le projet de loi justement arrive à point nommé et il va permettre à l'entreprise qui vient, l'entreprise italienne Eni, qui vient donc pour l'exploitation de ce gisement. Donc ce projet de loi va nous permettre de mettre en œuvre le contenu de ce projet, à savoir utiliser tout ce qui est local. Le non-respect des obligations liées au contenu local que prévoit ce projet de loi expose le contrevenant à des sanctions administratives comme la suspension ou le retrait d'agrément, en plus d'une amende allant de 500 000 francs CFA à 200 millions de francs CFA. Les acteurs du secteur ont, quant à eux, à compter de cette adoption, 18 mois pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. Et l'actualité nationale en politique est dominée par la naissance de ce nouveau parti, celui de Laurent Gbagbo. Ouverture ce samedi à Abidjan du congrès constitutif du PPA, le Parti des peuples africains. Une formation qui se veut l'instrument au service de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Pendant 2 jours, les congressistes vont réfléchir sur ce parti qui entend réunir la gauche ivoirienne. Alexis Ouedraogo.
Il est 13h lorsque Laurent Gbagbo arrive ce samedi à l'Hôtel Ivoire pour le lancement officiel de son nouveau parti, le PPA, entendez Parti des peuples africains. Durant 48 heures, le parti va asseoir sa vision et se présenter au monde. Le président Laurent Gbagbo a décidé, le 9 août dernier, de faire don de sa personne en ouvrant une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays, en portant sur les fonds baptismaux un nouvel instrument politique au service de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Venus soutenir ce lancement, plusieurs partis et organisations politiques de gauche, bien représentés à leur côté, le RHDP, en bouche des mots-clés unité, fraternité. Avant nos différents partis, nous sommes d'abord tous des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, dans sa volonté affichée de raffermir ses liens avec son frère, le président Laurent Gbagbo, dans sa volonté affichée de renforcer la cohésion sociale, m'a donc demandé de conduire une délégation pour venir témoigner, pour venir apporter notre soutien à la création de ce nouveau parti. Le RHDP ne fera pas l'économie de sa relation avec le nouveau parti du président Laurent Gbagbo. La naissance de ce parti se veut outre mesure signe de la vitalité de la scène politique ivoirienne et de la dynamique de la démocratie dans le pays. Une chance pour le continent. L'âge moyen des Africains est autour de 25 ans. L'âge moyen des dirigeants africains est autour de 67 ans. Dans une sorte un peu de dialogue intergénérationnel, je suis venu vous dire, président Gbagbo, transmettez-nous l'essentiel que vous avez et faites en sorte qu'avec vos autres collègues, le président Ouattara, le président Bédié, mais les autres aussi, faites en sorte de laisser à cette Afrique l'essentiel de vous, débarrasser de vos erreurs, de manière à ce que vous allez nous laisser soit le meilleur de ce que vous avez. Transmettez-nous cela. Pour le président du Congrès, c'est aujourd'hui le temps de passer à une autre étape, celle de construire. La cérémonie de clôture du dit Congrès est prévue ce dimanche à Abidjan. Et plusieurs personnalités, des militants du Parti des peuples africains étaient à l'ouverture de ce congrès à Abidjan. Je vous propose quelques réactions. Un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire avec un grand homme, un panafricaniste, quelqu'un qui a pensé l'Afrique et qui a pensé l'avenir de la Côte d'Ivoire à travers l'Afrique. Au-delà des récriminations du passé, au-delà de tout ce qui a pu nous opposer par le passé, nous puissions aller de l'avant en rassemblant le maximum et en faisant la politique autrement. L'Afrique aspire à la souveraineté. Sans cela, nous ne pouvons pas nous développer. Et je suis heureuse d'être témoin de cet événement. Nous sommes sûrs qu'il va proposer quelque chose de nouveau et de particulier. C'est le retour de Laurent Gbagbo dans l'arène politique de Côte d'Ivoire. Et autre chose, les populations du Denguélé rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Cette initiative est justifiée par les nombreuses actions de développement dans la localité. Cette reconnaissance exprimée dans la commune d'Aniama qu'on voit avec Ahmed Traoré et Lansine Bakayoko. Relance de l'économie, amélioration des conditions de vie des populations. Les populations du Denguélé reconnaissant au président Alassane Ouattara. Selon ces populations, le leadership du chef de l'État a permis au pays de se repositionner dans le concert des nations. Aujourd'hui, le pays, la Côte d'Ivoire, est respecté, très respecté au niveau de l'extérieur. Ce qui n'était pas le cas, nous qui sommes en Europe depuis des années. Avant l'avènement du président Ouattara, il y avait beaucoup de soucis. Alors aujourd'hui, je pense que le président Ouattara a fait un boulot formidable. Et ça se voit, hein, quand on arrive ici, les avions sont remplis et ça continue au niveau des infrastructures. Et nous pensons que le travail du président de la République, franchement, il n'y a rien à dire. En termes d'infrastructures économiques, nous disons aujourd'hui Dieu merci. En termes d'adduction d'eau, d'électrification, des réalisations au niveau des infrastructures scolaires, nous disons merci au président de la République.
Cette rencontre qui a enregistré des centaines de ressortissants du Folon et du Kabadougou est une initiative du député Ladi Konaté. La mère du président vient de chez nous. Donc on veut battre le record de la mobilisation à Odiendé. Actuellement, nous sommes pour parler avec tous les cadres du district de Denguélé pour pouvoir faire un nombre très mérité pour le président de la République. Tout le bonheur dans lequel nous vivons, c'est grâce au président de la République. Et je suis un acteur vivant depuis le début de la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir jusqu'à ce jour. Et on voit les hommages qui sont rendus ici et là au président de la République. Mais le Denguélé est un grand peuple. Donc nous avons décidé de relever un défi, celui de la mobilisation jamais réalisée pour rendre hommage au président de la République. L'objectif de ce rendez-vous était également de traduire au président Alassane Ouattara sa gratitude. L'on peut citer comme bienfait du chef de l'État la promotion de plusieurs filles et fils de la région à des postes de responsabilité. Le conseil régional du Gbokle a un nouveau président. Il se nomme Fregbo Basile. Il remplace à ce poste Philippe Legré. Lui est nommé ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra. On voit la passation de flambeau dans ce reportage de Sam Konan. Nommé en juin dernier ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra, Philippe Legré quitte ses fonctions de président du conseil régional du Gbokle. Il est remplacé à ce poste par le premier vice-président, Fregbo Basile. La passation des flambeaux a eu lieu en présence du corps préfectoral lors d'une session extraordinaire. Après avoir remercié les ministres Kone Kafana et Vagondo Diomondé pour leur sollicitude, Philippe Legré a indiqué que le développement amorcé par le Gbokle sera poursuivi par son successeur. Le conseil régional que nous avons construit, c'est le plus grand conseil régional du Côte d'Ivoire. Nos rues sont bitumées, tous les villages aujourd'hui sont éclairés. Nous sommes en train de gagner la bataille de l'eau, les ambulances, les dispensaires et tout ça. Et ce travail-là sera poursuivi par Fregbo Basile, le nouveau président du conseil régional. Le nouveau président du conseil régional du Gbokle dit s'inscrit dans la continuité. J'appelle ça plutôt une passation de flambeau. Aujourd'hui, le ministre Legré, nommé ministre-gouverneur, s'en va. Je suis heureux et fier de faire la continuité. Et nous avons besoin de tous les enfants du Gbokle pour travailler. Tous ont promis se donner la main pour le développement de la région du Gbokle. Le conseil d'administration de la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire a rencontré les membres d'Abidjan. Un plan d'action est en cours, tout comme le renouvellement des instances. L'organisation a fait le point à la corporation sur l'état d'avancement des travaux. Michel Mambo, Jean-Marc Diadji. La sécurité sociale, plus que jamais au centre des échanges du corps préfectoral. Ces hauts fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite s'informe sur la politique de prévention des risques sociaux initiée par la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. L'assurance maladie, les prestations familiales, l'assurance vieillesse, tous ces thèmes sont passés au peigne fin. Au vu des objectifs de la mutuelle, les membres sont invités à se les approprier. J'invite tout le monde, tous les membres du corps préfectoral, tant à la retraite qu'en activité, de participer parce qu'on dit le corps préfectoral. Quand on dit corps, on fait ensemble, on fait un. Donc il faut que tous adhèrent. La rencontre avec le corps préfectoral du district d'Abidjan marque la fin d'une longue tournée de sensibilisation de cette mutuelle dans le pays. Le message, c'est de demander l'adhésion de tous les membres, tous ceux qui ont la qualité de membres du corps préfectoral, à adhérer à la mutuelle. Et je pense que la mutuelle, la tournée était nécessaire puisque ça a permis d'échanger et de lever toutes les incompréhensions. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité s'engage à accompagner le corps préfectoral dans son action sociale. Notre présence ici traduit la volonté manifeste du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité d'apporter un peu plus dans les conditions d'épanouissement de ses collaborateurs que sont les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux des préfectures. Créée le 19 décembre 2020, la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire enregistre plus de 700 membres sur 900 préfets au total, soit 80% de taux d'adhésion. Et en santé, on s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19. On reste mobilisé dans l'observation des gestes barrières.
Voici le point en chiffres. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 46 nouveaux cas de Covid-19, 61 guéris et 7 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 61 028 cas confirmés, dont 59 371 personnes guéries, 681 décès et 976 cas actifs. Au total, 2 859 274 doses administrées contre la Covid-19. Et le gouvernement qui veut aussi protéger les enfants contre la rougeole, rubéole et la poliomyélite. Le ministre de la Santé lance dans la commune de Port-Bouët une campagne de vaccination. Elle se tient jusqu'au 21 octobre et concerne les enfants de 9 mois à 5 ans sur toute l'étendue du territoire national. Pierre Dimba invite les populations à se mobiliser autour de cette opération. Eugène Atoubé. Sur la place publique du village, les femmes entretiennent l'ambiance. Dans un autre registre, quelques mètres plus loin sur le même site, une séance de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Bienvenue à Yaoui, Koubé. Ce quartier-village de la commune de Port-Bouët montre son entière adhésion à la campagne nationale contre ces maladies. On m'a dit que le ministre doit venir. Dès mon arrivée, j'ai vu qu'il y a un vaccin pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc c'est pour cela que je suis retourné aller chercher ma fille pour pouvoir la vacciner. Plusieurs parents ont fini de faire vacciner leurs enfants quand arrive le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Dimba se félicite de l'adhésion des populations et rappelle l'enjeu de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole rubéole couplée à la vaccination contre la poliomyélite. À ses côtés, les représentants des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF et l'OMS, ainsi que le maire de la commune de Port-Bouët. Le ministre Dimba lance officiellement la campagne avec pour cible plus de 6 200 000 enfants pour la rougeole rubéole et 1 525 000 pour la poliomyélite. Objectif de cette campagne, toucher plus de 95% de la cible. Au niveau de la rubéole et la rougeole, nous avons les vaccins, la poliomyélite également. Mais même la Covid, où aujourd'hui, je pense qu'il y a une tension au niveau international. La Côte d'Ivoire fait partie des pays phares de la sous-région à avoir les vaccins. Nous avons plus de 5 millions de vaccins et avec un stock qui est important. Donc tous ceux qui veulent se vacciner, c'est le moment. Donc il faut que chacun de nous se fasse vacciner. Sur les sites de vaccination, les agents reçoivent les autres catégories démographiques venus recevoir leur dose de vaccin contre la Covid-19. Une stratégie pour porter à la hausse le taux de vaccinés de la Covid en Côte d'Ivoire. En santé toujours, Abidjan abritait la 21e édition du Forum pharmaceutique international. Les participants ont réfléchi sur l'implication des pharmaciens dans la santé des populations. 1500 professionnels à ses assises dans la capitale économique. On en parle avec Jean-Marc Diadji. Plus de 1000 pharmaciens africains à l'ouverture de la 21e édition du Forum pharmaceutique international. Issus de 23 pays, ces professionnels du médicament seront à l'épreuve de nouveaux challenges. Ils s'engagent à proposer des réformes pour un secteur pharmaceutique aux normes internationales. L'accès des populations à la couverture maladie universelle, la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés et la résilience contre la Covid-19 ont été les sujets abordés. Il nous faut œuvrer pour faire en sorte que la majorité de nos populations ait accès à des médicaments de qualité à moindre coût. C'est pour cette raison qu'il nous faut des politiques de couverture maladie réalistes et adaptées. Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, le pharmacien surtout doit contribuer d'abord en sensibilisant le public, en donnant les informations de façon spécifique. En Côte d'Ivoire, il s'agira pour nous de mieux sécuriser le circuit du médicament. Avec un effectif de 2144 pharmaciens et plus de 1000 officines dans le pays, le ministère de la Santé se propose d'accompagner les opérateurs économiques du secteur et de rester dans la dynamique, celle d'améliorer le bien-être des populations. Le développement du secteur pharmaceutique est une priorité de l'action gouvernementale, avec les réformes entamées dans le secteur, notamment avec la création de la nouvelle pharmacie de santé publique et de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Le Forum pharmaceutique international se tient annuellement en Afrique la première semaine du mois de juin.
L'édition précédente s'est tenue à Marrakech, au Maroc, en 2019. Et c'est un acte qui va faciliter l'évacuation des patients en cas d'urgence. Tiendiekro, dans le département d'Idiévi, a une nouvelle ambulance, un don de la Fondation Lonassi qui vient soulager les populations de la localité. Le reportage de Soro Corona. Une nouvelle ambulance médicalisée pour le centre de santé urbain de Tiendiekro, région du Bélier. Ce don de la Fondation Lonassi vient accroître la capacité opérationnelle des agents de santé de Tiendiekro. Il arrive souvent où nous avons plusieurs malades à évacuer. Et on a un problème d'ambulance qui aujourd'hui est comblé. Cette ambulance qui va nous permettre de les évacuer un peu plus rapidement vers les centres de référence comme Boaké. Le véhicule médicalisé est officiellement remis par le sous-préfet et le maire de la localité. Occasion pour les autorités locales d'inviter les populations à fréquenter le centre de santé, surtout d'exhorter les femmes à mettre fin aux accouchements à domicile. Le maire a traduit la gratitude des populations au président de la République Alassane Ouattara et au président du Sénat, Aoussou Jano, fils de la région, pour leur implication dans le sort de Tiendiekro. Nous avons bénéficié de la part de la Lonassi une ambulance médicalisée pour nos populations. Rendre hommage à M. le Président de la République pour sa politique qui vise à faire du bien-être des populations une priorité. L'autorité sous-préfectorale a appelé les populations à la cohésion sociale et au vivre ensemble, socle de tout développement. Cette cérémonie de remise d'ambulance a été mise à profit par l'équipe municipale de Tiendiekro pour équiper les structures étatiques de la commune. La brigade de gendarmerie a reçu des climatiseurs. Du matériel didactique a été remis au lycée Soundele Kona. Le foyer des jeunes a été aussi équipé en matériel de sonorisation et en jeux de société. Et non loin de Tiendiekro, nous sommes à Yamoussoukro. Le secrétaire général de la présidence de la République récompense les meilleurs élèves en sciences. Aboudourahmane Sissi a pris part à la cérémonie des lauréats du concours Ivoire Sciences, une compétition destinée aux élèves de seconde et première en mathématiques et physique. Le reportage de Kader Sogodogo. Remise de prix aux lauréats du concours de mathématiques et physique des élèves des classes de seconde et première C. Un concours initié par la Fondation Ivoire Sciences qui vise à promouvoir les sciences chez les élèves. C'est le somptueux cadre de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, qui a servi de cadre à ce rendez-vous de l'excellence. C'est ce qu'on recherche d'abord, stimuler les élèves et ensuite les suivre, les aider à réaliser leurs rêves, à les accompagner vraiment dans leurs projets professionnels. Une trentaine de lauréats, dont les meilleurs des meilleurs, issus de Boaké et de Yamoussoukro. C'est satisfaisant quoi. Au moins tu sais que tu travailles et puis il y a des gens qui reconnaissent ce que tu fais. Bon. Je les motive encore plus à travailler et moi-même ça me motive. Fier d'avoir reçu le premier prix. Très fier aussi d'avoir été récompensé par le ministre. Parrain de cette édition, le ministre secrétaire général de la présidence, Abdrahmane Sissi, invite les lauréats à maintenir le cap. Donc je vais vous donner 4 conseils. Vous inviter à rêver, à être audacieux, à travailler et à persévérer. Félicitations encore aux lauréats. Vous êtes purs, comme on dit. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je vous invite à continuer à travailler. Fourniture scolaire, ordinateur portable, numéraire. Les lauréats sont répartis heureux et avec l'espoir d'intégrer un jour l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny qui a accueilli la cérémonie en présence de son directeur général, Dr Abdulkader Moussa Diaby. Save the Children célèbre ses 30 ans en Côte d'Ivoire. L'ONG internationale mène des activités humanitaires dans le pays depuis 1991. 30 ans donc au service des enfants. Une occasion pour l'organisation et ses partenaires de faire le bilan des 3 décennies. Godefroy Okambawa. C'est en 1991 que la Côte d'Ivoire a ratifié, à l'instar de la communauté internationale, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Et c'est en cette même année que l'organisation internationale Save the Children s'est installée en Côte d'Ivoire. 30 ans déjà que cette organisation s'est engagée aux côtés de l'État ivoirien pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. Actuellement, nous travaillons sur une politique qui sont les punitions physiques et humiliantes, les PPH. Donc actuellement, vraiment, le message très fort qu'on souhaiterait passer, c'est vraiment au niveau de l'État, afin que cette thématique-là puisse être abordée au niveau de la loi sur les punitions physiques et humiliantes. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions d'enfants que nous avons réussi à toucher
sur ces 30 dernières années. Et nous comptons renforcer notre action pour que les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire soient une réalité. À travers cette coupure symbolique du gâteau qui représente les 30 ans d'engagement de cette organisation en Côte d'Ivoire, la présidente directrice exécutive de Save the Children International et la tutelle s'accordent sur cette volonté d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de l'enfant en Côte d'Ivoire. J'étais très contente de voir tout le travail que nous avons fait en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici depuis, ça fait 30 ans. Et c'est une période durant laquelle nous avons eu l'opportunité de pouvoir impacter la vie des enfants. Et nous sommes aussi très heureux d'avoir pu établir un partenariat très fort avec le gouvernement ivoirien. Nous avons une politique nationale de protection de l'enfant. Et dans cette politique, des organisations comme Save the Children sont des partenaires clés. Et nos actions, nos visions, nos objectifs, les thématiques qui sont les préoccupations de l'État sont les thématiques que Save et son réseau d'ONG mettent en œuvre. Des attestations ont été remises aux enfants leaders qui impactent au quotidien leur environnement pour les droits de l'enfant. En chiffres, Save the Children en Côte d'Ivoire, c'est 12 bureaux régionaux repartis dans 82 des 109 départements que compte la Côte d'Ivoire. En 2020, près de 1 800 000 enfants ont été impactés à travers ces actions. L'organisation intervient dans 5 secteurs majeurs, entre autres l'éducation, la santé et surtout la protection de l'enfant. Il s'appelle Michael Lapsley et est prêtre sud-africain. L'homme d'église parcourt le monde pour partager le message de paix. Sa méthode est la guérison de la mémoire. Elle est basée sur l'écoute participative. En tournée en Côte d'Ivoire, il a rencontré l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, son ancien compagnon de lutte, Franck Wadio. 1990, le père anglican Michael Lapsley, farouche adversaire de l'apartheid, est victime en Afrique du Sud d'un attentat au colis piégé. Il perd ses 2 bras et l'œil droit. Aujourd'hui, c'est un nouvel homme, muni de prothèses métalliques certes, mais requinqué. Il parcourt donc le monde pour prêcher la guérison des âmes. Dans les jardins de l'ambassade de l'Afrique du Sud à Abidjan-Cocody, il est venu répondre à l'invitation de l'association chrétienne pour l'abolition de la torture. Nous essayons aujourd'hui de passer à une autre étape de notre histoire. Si nous n'essayons pas d'enterrer le passé, si nous n'oublions pas le passé, les affres du passé seront le début des difficultés de demain. Donc, Michael Lapsley vient en Côte d'Ivoire pour essayer de rencontrer certaines victimes des crises post-électorales, certaines personnes qui vivent des situations difficiles, afin de voir comment ces personnes-là peuvent faire table rase du passé pour aller de l'avant. Il a pour cela une méthode, celle dite de la guérison des mémoires. Donc on a une méthodologie expérimentale qui se passe sur 2 jours et demi. On peut avoir 20 à 30 personnes en même temps et on leur fait subir un atelier où véritablement on ne se concentre pas sur ce qu'ils ont dans la tête, mais on essaye de creuser au plus profond d'eux-mêmes pour voir ce qu'ils ont en cœur. Ancien protégé et compagnon de lutte, l'ambassadeur sud-africain dit partager les mêmes valeurs. Il nous donne une certaine approche qui nous permet d'extérioriser le type de relation que nous voulons avoir avec la Côte d'Ivoire. Michael Lapsley, auteur de plusieurs ouvrages et d'essais, plusieurs conférences et séances écoute, dont la première prévue le 22 octobre prochain. En communication, l'Union des journalistes de la presse libre africaine installe sa section Côte d'Ivoire. C'est un journaliste senior ivoirien qui a fait les beaux jours de la RTI, qui préside l'organisation au niveau local. Traoré Abou a reçu sa feuille de route au cours d'une rencontre à Grand-Bassam. Kader Sogodogo. Sonia Kokti, journaliste venue du Burkina Faso, déléguée aux sections nationales de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA, remet les documents de mandat et de mission à Traoré Abou, journaliste senior, en sa qualité de président de la section Côte d'Ivoire de cette organisation, sous le regard bienveillant de Yao Nouel, son président international. Le nouveau président entend assumer pleinement ses nouvelles responsabilités. C'est un moment d'émotion difficile, mais en même temps qui me rassure et me fait comprendre que ce métier-là, on ne l'arrête jamais. Je suis heureux de la tâche qui vient de m'être confiée
Je voudrais saluer le président Yao Noël qui m'a fait confiance. À sa suite, tous les membres de l'UJPLA qui sont ici à Bouaké. Traoré Abou, faut-il le rappeler, a fait le beau jour de la RT. L'Union des journalistes de la presse libre africaine a vu le jour en 2020 seulement. L'Union travaille pour la notoriété du journaliste en Afrique, un meilleur cadre d'expression professionnelle avec. L'UJPLA, qui a pour objectif de promouvoir la liberté de la presse et la sécurité des journalistes dans toute l'Afrique, veut œuvrer à la renaissance, à l'intégration africaine et à l'émergence internationale de notre continent. C'est donc une œuvre commune à nous tous, Africains et Africaines. Cette cérémonie d'installation de la section Côte d'Ivoire de l'UJPLA a vu la participation de plusieurs journalistes venus d'Afrique, notamment du Burkina Faso, du Cameroun, etc. Une forte mobilisation des élus de Bouaké. Le président de la cérémonie, le ministre Amédée Kouakou, et le parrain, le ministre Alcide Djedje, étaient représentés respectivement par Karamo Kwasi et Eric Octavie Bayel. En culture, Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, c'est parti pour la 27e édition du FESPACO au Burkina Faso pendant 8 jours. Le plus grand festival du 7e art et de sa diaspora se tient avec une sélection de 239 films en provenance de 50 pays. Le Sénégal est pays invité. Le film d'ouverture est Atlantique de la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop, première réalisatrice d'origine africaine, distinguée au Festival de Cannes avec le prix du jury. Parmi les 17 longs métrages en compétition, on note La Nuit des Rois de l'Ivoirien Philippe Lacotte. Et comme tous les samedis soirs, la transition est donc toute trouvée pour parler culture. On retrouve l'invité de la page culture, Kwadjo Bertin Kouakou, qui est auteur de l'œuvre Suède, service social quand le retrait d'enfants immigrés devient un fonds de commerce. Alors, M. Kwadjo, c'est une mésaventure que vous avez vécue qui remonte déjà depuis quand? Avant tout propos, permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler de ce phénomène qu'est le retrait d'enfants immigrés en Suède. Dénoncer les conséquences que les enfants subissent. Et c'est depuis quand? Depuis le 25 mai 2012. Et votre enfant qui s'appelle Hans? Hans Kouadio, tout à fait. Hans Kouadio. Il est resté combien de temps dans cette situation? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Mais comment ça s'est passé? Vous n'avez plus eu contact de lui? Dites-nous juste en quelques mots, comment ça s'est passé cette histoire? Enfin, nos droits et le droit de l'enfant ont été violés parce que quand on retire un enfant, par rapport à l'article 14, paragraphe 1 de la loi régissant la garde des enfants et mineurs, le parent a le droit de rencontrer son enfant 1 fois par semaine. Et cela a été violé. Nous avons eu droit à 3 visites pendant 2 ans et demi. Ouais. D'accord. Et pendant ce temps, c'était évidemment l'inquiétude. Mais on va regarder juste une petite idée de cette histoire avec Franck Kouadio et on se retrouve. Un père décidé à rétablir la réalité des faits. Il s'agit du retrait le 25 mai 2012 d'un adolescent Hans Kouadio de la garde de ses parents suite à une affaire jugée anodine qui sera source d'un imbroglio socio-juridique. Kouadio Kouakou Bertin, depuis 2012, à coup d'arguments techniques, de collecte de pièces justificatives et de courriers de dénonciation se bat contre ce qu'il estime être un abus d'autorité dans l'affaire qui l'oppose aux services sociaux de 10 réseaux communes de la capitale suédoise, Stockholm. Plus de 290 pages pour son plaidoyer et sont aussi condensés les différents recours. Toute l'affaire est présentée dans son déroulement au détail près. Dans la préface, l'auteur s'adresse à tous ces enfants d'immigrés victimes de manipulation, d'agents de services sociaux véreux, mais aussi aux parents nombreux à baisser les bras par crainte, pour la plupart effrayés à l'idée de s'embarquer dans de sinueuses péripéties où ils sortiront forcément perdants, du moins en ont-ils la conviction. Et c'est là l'idée de cet écrit témoignage. Suède, service social, quand le retrait d'enfants d'immigrés devient un fonds de commerce.
Alors, ce qu'on veut savoir, parce qu'en fait, le retrait d'enfants immigrés, c'est légal, un peu partout aussi en Europe, et justement en fonction des situations. Mais qu'est-ce qui a motivé l'enlèvement, si vous voulez, si on veut emprunter vos termes, l'enlèvement de votre garçon? Enfin, c'est suite à un rapport dénué de tout fondement juridique. Expliquez-nous d'abord le rapport, ensuite vous le qualifiez. En fait, l'enfant ne vivait pas chez moi au moment des faits. Il vivait chez mon ex-concubine, qui est une Suédoise de race blanche. Parce que généralement, on accuse les immigrés noirs ou du Moyen-Orient de maltraitance. Donc, il n'était pas maltraité. L'enfant était un accro de l'ordinateur. Donc, il devait voyager en Côte d'Ivoire pour le couper un peu de ce monde virtuel. Et donc, on m'a accusé de faire entrave à la loi, comme quoi j'aurais refusé que les assistants sociaux rentrent en contact avec la mère biologique en Côte d'Ivoire, ce qui était faux. Et deuxièmement, ils ont retiré le passeport ivoirien de l'enfant, qu'ils ont confisqué. Et ils mettent ce passeport jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on retire le passeport, le retrait de l'enfant n'a plus de sens. Et donc, tout un simulacre de procès a été organisé. Et nous avons été condamnés à une amende de plus de 9 millions de francs CFA. Et dans cette amende-là, il y a eu un détournement de près de 600 000 francs CFA. C'est pour ça que vous dites que c'est un fonds de commerce? Oui, généralement. Et à qui profite le crime alors? À tous les acteurs. Parce que le processus, le système est un système corrompu qui génère frauduleusement de l'argent. Derrière le placement d'enfants immigrés se trouve beaucoup d'argent, des millions de couronnes qui sont en jeu. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre seul, sinon votre cas n'est pas le seul, c'est peut-être symptomatique de d'autres situations? En Suède, il y a entre 26 000 et 30 000 enfants qui sont retirés par an. Et les chiffres sont opaques, c'est-à-dire que nous n'avons pas accès aux chiffres. Les données sont cachées aux parents. C'est d'abord une violation. C'est nous qui avons l'autorité parentale. Donc, si on retire nos enfants, nous avons droit à avoir les informations. Mais tout cela est caché. Mais il a été retenu dans une autre ville, en dehors de la ville dans laquelle vous étiez, vous, une commune distante de plus de 2 heures de véhicule. De votre lieu d'habitation. Alors finalement, comment ça s'est dénoué, le problème? Ça s'est résolu, l'enfant est sorti? Il est sorti, mais avec beaucoup de séquelles. Mais comment ça s'est passé finalement? C'est au cours d'une visite, sa première visite à la maison, le 17 janvier 2015, et que nous lui avons montré les rapports. On prêtait des propos à l'enfant. Alors quand il a lu ça, lui, il était sidéré, c'est comme ça qu'il est resté à la maison. Donc, alors, attends, il est resté de lui-même à la maison? Oui. On s'est venu à la maison de lui-même? Non. Et il est resté de lui-même? Pas qu'il est venu de lui-même. Alors, comment ça s'est passé, oui? L'avocat d'abord, il y a eu un premier avocat qui était commis d'office. Lui, il était de connivence avec le social. Donc après, nous avons engagé un avocat que nous payons de nos frais. Et c'est celui-là qui a fait un travail professionnel. Et donc c'est lui qui a exigé l'application de l'article 14 dans le contact, la visite. D'accord. En tout cas, on a bien compris, mais aujourd'hui, finalement, peut-être la dernière question, c'est que c'est un sujet d'actualité et vous attendez peut-être éventuellement réparation et vous sensibiliser aussi pour que d'autres parents ne se retrouvent pas dans la même situation que vous. Absolument. Nous attendons réparation parce qu'il y a eu beaucoup de frais qui ont été engagés. Les dépenses sont énormes, plus de 25 millions que j'ai engagés dans ce processus. Et beaucoup d'enfants sont encore maintenus en captivité. C'est pour ça que je lance un appel aux autorités ivoiriennes et aux autorités africaines, avec les ministres des Affaires étrangères, d'avoir un regard sur la vie de leurs compatriotes à l'étranger. D'accord. Alors, Kodjo Mbertin Kwaku, vous êtes l'auteur de Suède, service social, quand le retrait d'enfants immigrés devient un fonds de commerce. Merci. Vous étiez l'invité de la page culture ce soir. On vous a reçu pour en parler. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et on vous donne cette dernière information qu'on vient d'apprendre. Un bâtiment à l'arrière du Chic Shop en feu. Il s'agit d'un bâtiment appartenant au groupe. Le toit du magasin Chic Shop est touché par les flammes. Les sapeurs-pompiers sont sur place pour maîtriser le feu selon les informations que nous rapportent nos équipes sur place. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi ce soir. Le sage nous apprend que celui qui a son doigt dans la bouche de l'autre ne peut proférer des injures. Dieu le voulant, on se retrouve demain.